Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 4 février. À la une de l'actualité, le président de la République préside un conseil des ministres consacré entre autres à l'état d'avancement du processus de numérisation, au statut particulier de l'imam et les fermes pilotes. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a procédé à l'installation des membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Les détails tout à l'heure. Représentant le président de la République, le général d'armée Saïd Chenghliha, chef d'état-major de l'ANP, prend part à la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Salon mondial de défense en Arabie Saoudite. Journée mondiale contre le cancer, plus de 50 000 nouveaux cas enregistrés par an en Algérie. Et alors que la lutte connaît des avancées, le dépistage reste déterminant. Dossier à suivre dans ce journal. À l'étranger, 14 nouveaux massacres commis à Gaza par l'occupationniste ces dernières 24 heures. La situation humanitaire est catastrophique et les craintes d'un assaut à Rafah grandissent de jour en jour. Nous ferons un point de situation tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée au suivi du rapport d'étape et sur l'état d'avancement du processus de numérisation, au statut particulier et au régime intermédiaire de l'imam. Il a été question également d'un exposé sur les fermes pilotes. Et pour en savoir plus, on retrouve sans tarder Feliel Assari depuis la présidence de la République. Feliel, bonsoir. Que peut-on retenir de ce Conseil des ministres ? Oui, bonsoir Sabrina. Effectivement, donc comme vous l'aviez dit, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Conseil des ministres s'est arrêté en premier lieu sur l'état d'avancement du projet de la numérisation. Le chef de l'État, je le rappelle, a demandé à ce qu'il y ait une accélération de ce processus pour garantir l'intégrité et la transparence. Après avoir écouté les détails de l'exposé, le président de la République a demandé à coordonner davantage les efforts pour passer à l'étape suivante le plus rapidement possible. Concernant les fermes pilotes, le chef de l'État a demandé à ce qu'on apporte une nouvelle approche, une nouvelle vision à ce projet, de les transformer en de véritables pépinières pour booster la production nationale. Et enfin, ce qu'il y a à retenir également, c'est que le Conseil des ministres a approuvé le régime indemnitaire des imams. Voilà les principaux points à retenir pour cette réunion du Conseil des ministres, Sabrina. Merci Feliel Assari pour ces détails. Je rappelle que vous étiez en direct de la présidence de la République où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a installé ce dimanche la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, créée en vertu d'un décret présidentiel en plus d'un autre décret déterminant sa composition de 6 membres. Il s'agit du professeur Adda Bounjar, président de la commission, et des professeurs Wahiba Wahyoun, Fatih Hakashi, Mohamed Oukel, Khadija Boudaout, Nabil Yafour, en plus de la prise en charge des malades atteints de cancer assuré. Le président de la République a instruit le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale d'assurer une prise en charge totale et immédiate aux malades atteints de cancer non assuré.
sans qu'il ne procède à des démarches administratives préalables. Le président de la République a ordonné également de prendre en charge les malades dès leur admission dans les hôpitaux, avec la prise de toutes les mesures médicales nécessaires et la mise à disposition de tous les équipements médicaux, des réactifs et les médicaments afin de mettre un terme aux lenteurs bureaucratiques. Le président de la République a également appelé à la formation de radiologues spécialistes en dépistage précoce du cancer dans les centres spécialisés, en ayant recours à toutes les compétences disponibles, y compris celles de la santé militaire, avec la création d'un organe exécutif pour la gestion administrative et financière de contrôle et de lutte anti-cancer, étant donné que la commission nationale installée n'est qu'une instance consultative. Et la cérémonie d'installation s'est tenue en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, du président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et du directeur général de la Caisse nationale des assurés sociaux. Le professeur Adda Boundjar, président de la nouvelle Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, a affirmé que le président de la République avait instruit les membres de l'instance de garantir une prise en charge optimale aux malades atteints de cancer. Je vous invite à l'écouter. لقد تشرفنا اليوم بلقاء السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة السرطان، وقدمنا للسيد الرئيس عرض عن حالة السرطان في الجزائر وتشمل هذه الاستراتيجية عدة محاور. أولا الوقاية، ثانيا الكشف المبكر، ثالثا التشخيص المبكر، رابعا البحث العلمي، وخامسا كيفية تحسين مسار المريض. وقد قام السيد رئيس الجمهورية بإعطائنا توجيهات فيما يخص هذا المجال وكيفية التكفل الأحسن لمرضانا في الجزائر. كما كلفنا بتقديم له تقرير دوري، وأول تقرير دوري يقدم له خلال 3 أشهر لإعطائه كيفية وضعية المرضى في الجزائر وما هي الحلول الممكنة التي يمكن اتخاذها في أقرب وقت. Ses condoléances. À présent, le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé un message de condoléances au président par intérim de la Namibie, Mangolo Mbemba, suite au décès du président de la République de Namibie, Haïk Jacob, des suites d'une grave maladie. Dans ce message, le président de la République a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à la famille du défunt et au peuple namibien dans la tragédie qui a frappé non seulement la Namibie, mais aussi le continent africain, qui a perdu l'un de ses dirigeants et combattants contre le colonialisme et la discrimination raciale. Dans l'actualité également, représentant le président de la République, le Premier ministre Nadel Arbaoui se rend en République du Congo où il prendra part à une réunion sur la réconciliation en Libye sous l'égide du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. La réunion est prévue demain à Brazzaville. Représentant le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP, a entamé sa visite officielle en Arabie Saoudite en prenant part à la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Salon mondial de défense. Ce dernier se tient du 4 au 8 février en cours à Riyad. Zakaria Mehoubi, Yasmine Massoudi. À l'issue de la cérémonie d'ouverture officielle du salon, supervisé par son Altesse le prince Khaled Ben Salman, ministre de la Défense et vice-président du conseil d'administration de l'autorité générale des fabrications militaires, le général d'armée a visité, avec la délégation qui l'accompagne, les divers pavillons du salon, où il s'est notamment enquis lors de ce premier jour des stands réservés à la Société saoudienne des fabrications militaires, qui expose différents matériels et systèmes d'armement modernes, à l'instar des blindés, et a suivi avec grand intérêt les explications détaillées et les exposés présentés par les représentants de cette société. Cette manifestation internationale à laquelle participent 66 sociétés spécialisées dans les industries de défense et d'armement, venues exposer les équipements les plus modernes et les solutions techniques militaires de dernière génération, permettra à la délégation militaire algérienne de s'enquérir de près des dernières innovations ayant trait à l'industrie militaire.
Plus de 2700 huissiers de justice bénéficieront à compter d'avril prochain d'une formation dans le domaine du numérique. Cela fait partie du processus de numérisation globale du secteur de la justice qui a connu un coup d'accélération. Il s'agit de relever le défi du zéro papier, mais surtout faciliter les procédures et les services aux citoyens. Reportage de Amal Bouarba. Zéro papier dans le secteur de la justice, l'objectif est ambitieux et tout à fait réalisable. Le secteur a entamé le processus de modernisation et de numérisation depuis plusieurs années. Un processus qui avance à grands pas. Actuellement, nous sommes en train de développer des logiciels pour faciliter aux citoyens et aux justiciables d'accéder facilement à la justice. En créant l'application judiciaire qui sert à gérer le dossier judiciaire, nous avons aussi créé une application dans le domaine des services judiciaires et administratifs. L'étape à venir, c'est Taqadir électronique, la justice numérique. En répondant aux instructions de Monsieur le Président de la République, Concernant l'impact de la numérisation sur le travail de l'avocat, d'abord, l'avocat va arriver le plus rapidement à l'information fiable, sûre, actualisée et certaine. C'est le premier point. Le second point, c'est le gain donc de temps, mais c'est également réduire les charges chez l'avocat. Donc il faut penser à une solution pour permettre l'emploi de se développer, soit dans le secteur de la numérisation, soit ailleurs, sans toucher au poste de travail des gens. Les données personnelles de l'avocat, de son client, doivent être protégées. Donc l'avocat doit avoir des moyens de surveiller son appareil, de surveiller le travail, de surveiller les éléments qu'il donne par un code, une clé, un moyen d'être le seul à pénétrer. À l'ère du digital, les avocats sont appelés à s'adapter aux changements induits par la révolution numérique. Autant de perspectives et d'opportunités au service des justiciables pour garantir une justice numérique fiable et protectrice des droits. Agriculture avec cette ferme Al-Rouat, exploitation céréalière de Cosider, géant du BTP qui diversifie ses activités. Elle s'étend sur plus de 1000 hectares. Sa production est destinée principalement à la nourriture de son cheptel ovin et il s'agit d'une ferme pilote entrée en exploitation en 2019. Reportage de Badia Amardi. Ces grandes étendues de terre sont exclusivement dédiées à la céréaliculture et à l'élevage dans la wilaya de l'Arrouat. Sur une parcelle de 1000 hectares, ce cheptel ovin s'alimente en plantes fourragères, principalement la luzerne. La ferme Nemir Tahar, exploitée par le groupe Cosider, est située à Tajmout, distante d'environ 40 km du chef-lieu de wilaya. On est à la ferme pilote Nemir Tahar, qui est affecté à casse d'ASP depuis 2019. Cette ferme a une superficie de presque de 2000 hectares, à peu près 1100 hectares, c'est de pâturage, et 800 hectares divisés pour 60 hectares, c'est de la luzerne. 80 hectares, c'est de l'orge. Et 50 hectares, blé dur. Cette ferme, la vocation principale, c'est l'élevage ovin. Ils ont acquérir 2000 têtes de brebis. Différentes races, Rambi, Ouled Jalal et le Hamra, c'est-à-dire elle est un peu mélangée, mais spécialement pour l'élevage ovin. Le groupe Cosider a mobilisé de grands moyens pour l'exploitation de cette ferme, notamment l'irrigation par pivot et par aspersion pour le blé dur, l'orge et la luzerne. 5 forages ont été également réalisés pour pallier tout stress hydrique. Cette ferme produit aussi du maïs fourrage. Lors de notre tournage, les employés de la ferme s'attelaient à le transformer en silo.
À peu près 80 ouvriers, c'est-à-dire différentes spécialités, des chauffeurs des tracteurs, c'est-à-dire des manœuvres simples, ouvriers spécialisés. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire la vocation principale, c'est l'élevage ovin, c'est-à-dire la production de viande rouge, de participer à l'économie nationale. Et la sécurité alimentaire. Il faut savoir que les céréales se classent en tête des cultures pratiquées à l'Arwat, avec plus de 219 000 quintaux produits sur une superficie de près de 17 000 hectares. Nous avons plus de 22 communes qui pratiquent toujours la production végétale. Avec les céréaliculteurs habituels au niveau de notre wilaya. Nous avons 300 hectares de céréales et l'élevage ovine et d'autres activités rentrant dans le plan d'action du CASDA. Wilaya à vocation agro-pastorale, l'Arwat dispose d'une capacité de stockage de 432 000 quintaux de céréales. Un projet de réalisation de 8 hangars de 500 000 quintaux chacun est lancé. Pour le cheptel, cette wilaya dispose d'un effectif d'1 138 205 têtes. Avec ses atouts, l'Arwat compte participer activement à la réalisation de la sécurité alimentaire en Algérie. Ouverture ce dimanche de la 3e édition du Salon international de l'industrie, des boissons et des aliments liquides, inauguré par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations au Palais des Expositions à Alger. Un espace d'échange et d'opportunités de partenariat dans ce domaine dynamique. Une occasion également pour les professionnels du secteur de présenter leurs produits aux visiteurs professionnels et le grand public. Le marché des boissons en Algérie propose une offre importante et variée. La demande l'est tout autant, avec pas moins de 3 517 millions de litres d'eau et de boissons sucrées consommées en 2022. Le secteur est régulé et soumis à des normes strictes. Les fabricants doivent se soumettre à une réglementation concernant la composition, mais aussi l'emballage et l'étiquetage. Petit rappel dans ce reportage de Malim Damis. Avant de poser une bouteille de jus ou encore une canette de soda dans leur chariot, certains consommateurs tiennent à examiner minutieusement les étiquettes. Pour eux, la composition du produit est aussi importante que le prix. Je prends le temps de lire l'étiquette des boissons pour éviter d'avoir des problèmes de santé. Les quelques secondes de vérification peuvent sauver notre vie et celle de nos enfants. La conformité de ces produits et le respect des normes est une exigence impérative. Qu'elles soient destinées au marché mondial ou local, les boissons ne dérogent pas à cette règle. La seule différence réside dans l'étiquetage. On ne peut pas parler d'un produit s'il ne répond pas à un certain nombre de normes. Cette norme existe et au jour d'aujourd'hui, nous, en tant qu'association, nous contribuons avec les institutions de l'État pour mettre en place un certain nombre de règles. Il faut d'abord avoir des produits qui sont en normes, que ce soit pour la consommation nationale, que ce soit pour l'exportation. C'est le même produit. La seule différence qu'il y a entre la consommation nationale qui répond en matière d'étiquetage par rapport à notre réglementation et pour l'étiquetage pour les produits exportés, chaque pays a sa propre réglementation où l'exportateur doit effectivement respecter. Mais le produit en matière de qualité il doit répondre aux normes universelles. Les experts de l'industrie affirment de manière catégorique que chaque goutte est soumise à un contrôle rigoureux, garantissant ainsi la sécurité des consommateurs. C'est l'une des filières qui sont les mieux réglementées, les plus réglementées en Algérie. Il y a un décret sur l'hygiène alimentaire, il y a un décret sur les additifs alimentaires, un décret sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, donc tout ce qui est comme emballage, papier, carton, verre, plastique et tout ça. Les entreprises de production de boissons sont soumises à des contrôles réguliers et aucune boisson, aucun produit qui se trouverait non conforme, le producteur sera verbalisé. La filière des boissons en Algérie s'oriente davantage vers de nouveaux horizons, contribuant considérablement à l'essor des exportations.
offrant ainsi une nouvelle perspective à l'économie nationale. Journée mondiale contre le cancer ce 4 février, un véritable fléau et cause majeure de mortalité dans le monde avec 10 millions de décès par an. Cette journée coïncide en Algérie avec la tenue de la 7e édition du Salon national de l'information sur le cancer. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'un espace d'information sur les différents types de cancer et les moyens de lutte, les médicaments innovants également, les facteurs de risque. Inauguré hier, le SICAN 2024 se poursuivra jusqu'à demain lundi. Compte rendu de Badia Amari. Sur 90 personnes consultées par l'équipe médicale spécialisée en urologie du CHU de Annaba, présentes au salon de sensibilisation sur le cancer, 10 cas sont suspects et sont orientés pour des examens plus approfondis. Une consultation pour détecter des hypertrophies de la thyroïde est également assurée sur place. Nous sommes là pour essayer d'aider à dépister et surtout à sensibiliser la population générale par rapport au cancer de la prostate. La particularité de ce cancer, c'est que ce n'est pas un cancer qui va donner des signes ou des symptômes qui vont pousser le patient à aller consulter chez un médecin. Lorsqu'on attend les signes ou les symptômes, il est souvent trop tard pour traiter le cancer d'une façon curative. Alors que si on le diagnostique à un stade précoce, on peut le traiter à 100%. Le cancer de la thyroïde occupe une place très importante ces dernières années parmi les cancers émergents en Algérie. Donc c'est pour ça qu'on est là à l'équipe Lioma pour faire ce dépistage. Donc les malades passent un petit interrogatoire, on prend les renseignements, un interrogatoire sur les antécédents et tout, petit examen clinique, la palpation de la thyroïde. Ils attendent leur tour pour passer un coup de sonde échographique. Les femmes sont au centre de toutes les attentions. Elles ont droit à titre gracieux à des consultations en gynécologie, à des frottis et à des examens cliniques du sein par les médecins et les sages-femmes qui prennent part à ce salon. C'est pour sensibiliser en premier lieu, puis capter beaucoup de femmes pour le dépistage des cancers. Alors, on est là, je suis concernée par le cancer du col, de l'utérus, qui est vraiment un cancer on le voit souvent, avec un taux vraiment très élevé. On est en train de faire une lecture de frottis cervico-utérins qui nous ont été adressés des différents services qui se font ici même au niveau du salon. Le résultat, il parvient aux patientes d'ici une heure. Ce salon a connu justement un engouement de la part de personnes soucieuses de leur santé et qui ont voulu bénéficier de la gratuité des examens offerts sur place. Je profite de l'occasion et je remercie les spécialistes de Annaba qui sont là, qui nous ont pris en charge. L'État a pris une bonne initiative à l'adresse des citoyens qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est bien de se faire dépister. Personnellement, on vient de détecter un léger gonflement de la prostate. J'attends mon tour pour une prise de sang. J'ai pris connaissance de ce salon grâce à la télévision. Je suis venue et je suis très bien prise en charge. J'ai déjà fait la palpation et j'attends de passer pour un frottis. Le salon de sensibilisation sur le cancer est l'occasion pour se mettre au fait des nouveautés en matière de dépistage du cancer, de bénéficier des examens et d'être en contact avec des médecins, des psychologues et associations. Et l'Algérie marque cette journée mondiale contre le cancer sous le slogan « La société civile et le cancer ». Et pour rappel, plus de 50 000 ou environ 50 000 nouveaux cas sont enregistrés par an. La lutte a connu de grands progrès, mais selon les spécialistes, et à la faveur du plan national qui inclut la création de plusieurs centres anti-cancer à travers le pays. Parmi les centres les plus efficaces, celui de Betna, en activité depuis 10 ans, nous dit Younis Lekhal-Dib. Commentaire de Rina Lerari. Disposant de 240 lits ainsi que d'équipements de pointe, le centre anti-cancer de Betna accueille chaque année des milliers de malades et couvre une vingtaine de wilayas de l'Est et du Sud-Est du pays. Avec ses 11 services pluridisciplinaires, cette infrastructure sanitaire permet une prise en charge optimale des patients atteints de cancer tout en leur évitant les contraintes liées au long déplacement.
Nous pouvons effectuer des scanners au niveau de ce centre. Cela permet un gain de temps et d'argent non négligeable. Je suis de Ain al-Bayda à al-Bouaqi. Cela fait quelque temps que je suis suivi au sein de ce centre et je tiens à remercier l'ensemble du staff médical pour l'excellente prise en charge. Je ne manque de rien ici. Je suis venue de Tébessa pour bénéficier de mon traitement dans ce centre. J'ai droit à un suivi complet. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades. En 10 ans de service, cet établissement public a pris en charge des centaines de milliers de patients nécessitant notamment un traitement de chimiothérapie ou par radiothérapie. L'État accorde une grande importance à la prise en charge des patients atteints de cancer, et ce, grâce à la modernisation continue de tous les centres anti-cancer à travers le pays. Au niveau du centre de Batna, 150 000 séances de chimiothérapie ont été administrées depuis son ouverture. Plusieurs nouveaux services ont été ouverts récemment au sein du centre, parmi lesquels le service de médecine nucléaire qui offre un outil de diagnostic non invasif très performant pour des centaines de pathologies. Chaque jour, nous prenons en charge entre 150 et 180 patients. 1800 patients en moyenne par an. En 2023, nous avons pu recevoir environ 2300 patients suite à la modernisation de nos services et équipements. Considéré comme un important acquis pour la wilaya de Batna, ce centre anti-cancer est une véritable bouffée d'oxygène pour les malades. À l'étranger, 14 massacres ont été commis ces dernières 24 heures à Gaza par l'occupant sioniste. Les bombardements et les tirs d'artillerie visent toujours les zones du centre et le sud de l'enclave. Et la ville frontalière de Rafah, où sont réfugiés plus d'1 million de Palestiniens, est également ciblée. Avec les craintes d'une opération militaire, les tractations, quant à elles, sont encore loin d'une trêve dans la région. On fait le point sur la situation avec Malika Blel. 12 massacres ont été commis par l'entité sioniste lors de bombardements intensifs visant des zones dispersées de la bande de Gaza, faisant des dizaines de morts et de blessés. Ces dernières 24 heures, des raids aériens et des tirs d'artillerie incessants ont visé Khan Younes et le nord de Rafah, causant la mort d'au moins 100 civils, pour l'essentiel des femmes et des enfants. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies pour les territoires occupés a exprimé une profonde préoccupation face à l'intensification de l'agression sioniste dans la ville de Khan Younes, forçant davantage de Palestiniens à fuir vers la ville de Rafah dans la bande de Gaza, mettant en garde en même temps contre une catastrophe humanitaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de victimes de l'agression sioniste à Gaza après 4 mois a dépassé 100 000 personnes, y compris les morts, des blessés et les disparus. L'entité sioniste s'applique en outre à créer au sein de la bande de Gaza une zone tampon, empiétant ainsi sur un territoire palestinien déjà exigu. Une autre preuve de ces multiples violations des droits des Palestiniens. Les déplacés, quant à eux, s'entassent dans des tentes ou des abris de fortune qui envahissent les rues de la ville où la frontière avec l'Égypte reste fermée. Le Croissant Rouge palestinien a demandé à la communauté internationale d'intervenir immédiatement pour fournir une protection aux équipes travaillant au siège de l'association et à l'hôpital El Amel à Khan Younes qui sont soumis à des bombardements et un siège depuis 12 jours. De nombreuses villes à travers le monde ont vibré de nouveau samedi pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. De Paris à Londres et de Berlin à Milan et Genève, des milliers de personnes ont investi les principaux boulevards de leur capitale pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza et un accès libre de l'aide humanitaire aux Gazaouis. Les manifestants ont appelé également à la fin de la politique de 2 poids 2 mesures observée jusqu'ici par des gouvernements occidentaux à l'égard de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et à la nécessité de poursuivre l'occupation pour ces massacres contre le peuple palestinien, en particulier les enfants et les femmes.
Sport football, 32e de finale de la Coupe d'Algérie. L'USM Alger et le CS Constantine se sont qualifiés cet après-midi pour les 16e de finale en battant respectivement l'Union Boukhadra 2-5 et le NC Magra 2-0. Les autres matchs de ces 32e de finale de Dame Coupe se sont joués vendredi et samedi en attendant la clôture des débats avec le déroulement des deux dernières rencontres MC El Bayed CRB Mchria et le choc GS Kabylie CRB Luisdet. Football toujours avec ce match de mise à jour de la 12e journée du championnat de Ligue 1 qui a mis aux prises cet après-midi le Mouloudia Club d'El Bayed au CRB Luisdet. Un match remporté par le MCEB sur le score de 2-1. Un résultat qui fait les affaires de l'autre Mouloudia, le MC Alger. Le MCA termine donc cette phase aller en tête du classement avec 8 points d'avance sur le club Belouizdadi. Et pour terminer notre journal, on va parler des zones humides. L'on dénombre plus de 2370 dans le pays. Oued el-Harash, qui est en voie d'être classé comme site Ramsar, en fait partie. Sa réhabilitation touche à sa fin avec un taux d'avancement de 90% des travaux. Le but, en faire un pôle écotouristique à l'image de la majorité des zones humides. Et dont c'était la journée mondiale ce week-end, nous dit Ikram Qadi, Rina Lerari. Lancés en 2012, les travaux d'aménagement de Oued el-Harash touchent à leur fin. D'une longueur de 67 km, dont plus de 18 km ont été aménagés, ce cours d'eau constitue un élément majeur du réseau hydrographique de la capitale. Sur 18,2 km, il ne nous reste que 1200 mètres de Oued el-Harash à aménager. Les travaux en cours concernent principalement la finition des installations hydrauliques. La prochaine étape consiste en l'aménagement qui nécessite la mobilisation d'environ 500 travailleurs qualifiés et encadrés. Travaillant à un rythme accéléré, les équipes composées d'une main-d'œuvre algérienne hautement qualifiée font de leur mieux pour que ce projet soit livré dans les délais impartis. Nous nous engageons à réaliser ce projet conformément aux normes techniques requises. Notre équipe est constituée de compétences algériennes comprenant des ingénieurs en génie civil, des ingénieurs électrotechniques et des techniciens supérieurs spécialisés en topographie. Il est nécessaire de sensibiliser toutes les entreprises industrielles situées aux abords d'Oued el-Harash quant à l'importance de mettre en place des installations de traitement des eaux usées. Auparavant, la compagnie spécialisée dans la production de sacs en papier déversait ses eaux usées dans Oued el-Harash, polluant ainsi la mer. Nous avons donc adopté un système de traitement des eaux industrielles pour les purifier. Nous avons mis en place une station industrielle chimique pour filtrer l'encre et l'éliminer afin que l'eau soit pure et écologiquement inoffensive. Jean-Champ Oued el-Harash, cet espace récréatif attire les passionnés des randonnées et du sport et de tous ceux en quête de détente au cœur de la nature. Plusieurs familles viennent passer du temps dans cet espace vert. Même les sportifs préfèrent s'entraîner ici pour leur championnat. Avant, il était impossible de se balader ici. Maintenant, nous venons en famille chaque week-end pour nous oxygéner. Nous avons pour mission de maintenir le site en veillant à l'entretien des espaces verts et de toutes les installations présentes sur les lieux. De plus, nous animons les espaces afin de les rendre attractifs pour les visiteurs. Doté d'installations sportives et de loisirs, ainsi que des étendues vertes considérables, en plus des ponts reliant les rives, ce projet se positionne comme un pôle touristique et urbain redéfinissant le paysage de la capitale. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.